Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, je suis autrice de bande dessinée, romancière aussi, et dessinatrice dans la presse. J'ai un chien qui fait vachement de bruit mais qui n'est pas là aujourd'hui. Bonjour Louison. Bonjour. Quelle présentation, n'est-ce pas? Louison qui adapte le livre de Michel Schneider, prix Interallié en 2006, livre qui raconte toujours d'ailleurs, comment de janvier 60 à août 62, Ralph Grinson fut le psychanalyste de Marilyn Monroe. Alors psychanalyste, ouais, c'est son titre officiel, on va en parler, mais il était bien plus que ça. Il était sa béquille, il aidait à vivre, à survivre au milieu de ce monde du cinéma. Et c'est même lui qui la retrouvera morte. Les deux étaient finalement sous l'emprise l'un de l'autre. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie et t'a fait te dire « Ok, je vais adapter ça en bande dessinée ». Je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes, mais il y a d'abord la lecture du livre il y a 10 ans, que j'avais remporté en édition de poche avec moi quand j'étais partie 3 semaines toute seule à New York, donc j'avais 27 ans, un truc un peu initiatique comme ça, qu'on fait comme passage dans l'âge adulte de grandes personnes. Et donc j'avais lu ça et je m'étais dit c'était absolument fascinant et qu'il y avait quelque chose de... Je me souviens de m'être dit il faut en faire quelque chose, c'est une sorte de matériau. À l'époque, je faisais pas du tout de bande dessinée, mais je m'étais dit, je me rappelle de cette phrase, il faut en faire quelque chose. Vraiment, c'est une sorte de, comme ça, de mètre cube de laine. Il va falloir en faire un pull, au moins, quoi. Ou des moufles, peut-être, pour commencer. Et donc, ça a tout doucement germé dans ma tête. Il y avait évidemment un pédigré assez fort parce que mes 2 parents sont psychanalystes. 2 de mes grands-parents étaient psychiatres. Donc, il y en a une qui est toujours vivante, mais qui n'exerce plus, Et j'ai été moi-même en analyse vers 20 ans jusqu'à 30, et puis de nouveau depuis quelques années. Donc il y a une expérience à la fois du divan et du fauteuil aussi d'ailleurs en tant que patiente. Et puis il y avait cet environnement familier qui est le cabinet de psychanalyse, qui est une pièce de la maison en fait chez moi. Donc tout ça a créé quelque part une envie de parler de beaucoup de choses en dehors de Marilyn, de moi aussi, de ce qu'est la psychanalyse, de ce qu'est cette rencontre un peu étonnante entre 2 êtres qui viennent quand même dans un postulat de départ assez étonnant, c'est qu'il y en a un qui vient parler à l'autre, sans que l'autre ne parle jamais de lui, et en tout cas quand ça se passe bien. Et donc tout ça m'a donné des envies de récit, et puis il y a eu ce dernier élément déterminant qui était la rencontre avec Sébastien Nédic chez Futuropolis, avec même Futuropolis en général, et cet endroit où tout d'un coup on se dit il y a l'écrin pour ça, il y a le soutien qui va... Parce que c'était se lancer dans un truc que j'avais jamais fait, qui était l'adaptation. Donc, et ça a été absolument une aventure formidable. Tu dis dans le texte d'introduction que ce livre raconte les fissures de Marilyn, mais aussi les nôtres, je te cite. Je pense que Marilyn, elle nous montre bien ce que c'est que la recherche de l'amour. De l'amour au sens propre, pas du tout dans le sens romantique, mais je pense que Marilyn, on en dit toujours beaucoup de son père absent, on ne sait pas qui c'est. Je pense que ça n'a pas du tout formé ça. Ce qui forme Marilyn et ce qui la déforme, en fait, c'est l'absence du regard de la mère qui est très très absente pour le coup et puis très très folle. Et je pense que c'est ça que Marilyn cherche toute sa vie, c'est le regard d'amour pur et inconditionnel de l'amour d'une mère. Et ça, on a tous, même si on a été très aimé par sa mère, on a tous... parfois dans nos failles, ce petit moment où on aimerait être regardé par les autres comme on a été regardé comme par notre mère. Et je trouve que Marilyn, elle est vraiment ce miroir déformant de ce qu'on est nous, parfois même avec les réseaux, est-ce que cette photo me réussit bien, même l'idée de se dire que quelqu'un a inventé le filtre pour être plus beau sur une image, quand on y pense, c'est quand même... Marilyn, elle passait des heures à se maquiller, nous, on met un filtre pour que la peau soit lisse et qu'il n'y ait plus un truc qui dépasse. Donc ça aussi, je trouve qu'elle nous renvoie à tout ça. Son analyste, il la qualifie de cas difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. L'art de l'euphémisme. Mais cela dit, je pense que il sait pas... J'en ai parlé un peu avec mes parents après, et pendant aussi l'écriture du livre, mais je pense que Grinson, donc le psychanalyste, il s'est aveuglé. Il a à la fois pensé qu'il était plus fort qu'il n'était et qu'elle était moins compliquée qu'elle n'était. Et c'est comme ça qu'il s'est fait totalement choper et qu'il a sombré avec elle.
Je pense qu'il a eu un truc, alors est-ce que c'était mégalo, est-ce que c'était juste du déni, mais en tout cas, il l'a vue comme difficile, alors qu'en fait, elle était impossible. C'est pas la même chose. C'est pas le même résultat, surtout. Il y a cette phrase de Marilyn qui dit « Les hommes ne me regardent pas, ils jettent les yeux sur moi ». Moi, je trouve que Marilyn, même maintenant, elle cristallise un truc qui est terrible, c'est la réification des actrices et des femmes, en règle générale. C'est-à-dire que Marilyn, on a l'impression, quand on parle d'elle, qu'elle est en 2D. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours une image comme ça, c'est un fantasme, c'est une peau qui prend la lumière, c'est un cheveu comme ça qui tombe bien, un maquillage, une bouche. Enfin, elle est totalement chosifiée, et c'est intéressant parce que on voit bien qu'elle lutte contre ça tout en jouant, parce que elle voit que ça marche. Donc c'est une façon d'être regardée, même si c'est pas la bonne façon, mais au moins elle est regardée. Et je trouve que de parler d'elle et d'avoir comme ça passé 224 pages avec elle, moi j'ai essayé à l'inverse de réparer un peu ça et de la réincarner et de la remettre le plus possible en 3D, et que son corps soit un vrai corps, pas un truc qui tient bien dans une petite robe blanche qui se soulève. Enfin, ses mains sont en fait les miennes que j'ai repris comme modèle, comme ça, enfin, pour qu'on sente vraiment le geste, la présence. Enfin, voilà, je voulais qu'elle ait parfois une drôle de gueule, parce que parfois, avec tout ce qu'elle se prenait, elle avait les yeux un peu de travers, la bouche un peu de travers. Enfin, je voulais vraiment la remettre, oui, en 3 dimensions, et qu'elle soit là, parce que je pense qu'elle a vécu toute sa vie le fait d'être un décor en carton-pâte, presque. Elle a aussi ce rapport étonnant à la peur. Quand elle dit ne pas être effrayée, ce serait ne pas être du tout. C'est-à-dire que dans sa vie, elle a besoin d'avoir peur pour avancer et pour vivre. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvée. Et de l'avoir lu comme ça chez elle m'a fait me rendre compte que c'était quelque chose qui m'avait longtemps animée. La peur de gêner, la peur de se séparer d'un endroit qu'on connaît, la peur de se lancer dans un projet un peu ambitieux, la peur de plein de choses. Et quand on parle de Marilyn Monroe, on pense pas forcément à la peur. C'est pas vraiment le premier truc. Si on prend 50 personnes dans la rue, je pense qu'il n'y en a pas une qui vous dit « Ah oui, Marilyn, c'est la peur ». Alors qu'en fait, c'est effectivement sa colonne vertébrale. C'est d'avoir peur tout le temps. Elle a peur de sa voix, elle a peur de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va pas dire, de ce qu'elle va faire, pas faire. Enfin, et il y a très peu de moments où elle a pas peur. Et c'est en général quand elle est prise en photo, justement, qu'elle a pas peur, paradoxalement, alors que c'est quand même terrifiant d'être prise en photo. Et donc oui, non, c'est vrai d'avoir vu comme ça cette peur chez cette femme, c'était très déchirant presque, parce qu'on se dit, en fait, il aurait juste fallu quelqu'un qui la rassure, et elle n'a choisi que des gens qui lui faisaient encore plus peur. Surtout des hommes d'ailleurs qui se succèdent, et on voit bien qu'elle, même elle finalement, cherche pas à approfondir ses relations masculines. Bah, elle fait vraiment les mauvais choix les uns derrière les autres. Ça, à ce niveau-là, c'est un artisanat, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et ce qui est marrant, c'est qu'il en reste des « Ah oui, elle a été la maîtresse de mon temps ». Enfin, on va dire « Oui, elle a peut-être été la maîtresse de mon temps, mais mon temps a été un monstre avec elle ». Et ça reste toujours le Marilyn, la séductrice. « Ah oui, elle a été la maîtresse des Kennedy, elle a été la maîtresse... » Même ses mariages, c'est quand même des catastrophes absolues. Et il y a là aussi cette espèce de négation de ce qu'elle était, de ce qu'elle a pu vivre, et qui était juste elle est la femme d'eux, elle est la maîtresse d'eux, elle est... celle qui passe de bras en bras, vous vous rendez compte, mon temps à tromper Signoret avec elle, vous vous rendez compte, les Kennedy. Et c'est fou parce que vraiment, pourtant, ce ne sont que des choix les plus absurdes les uns derrière les autres. Et d'ailleurs, Greenson, il était très très opposé à la relation avec les Kennedy parce qu'il voyait quand même que c'était une autodestruction totalement assumée. Et je pense que ce ne sont que des choix qu'il enfonce de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit plus sauvable. Michel Schneider, il te dit, donc, qui est l'auteur du livre, il te dit à ton 3e rendez-vous, maintenant c'est votre Marilyn, faites-en ce que vous voulez. Est-ce qu'à la fin du livre, quand tu as fini l'édition, etc., tu t'es dit, ok, c'est devenu ma Marilyn et ce livre, c'est ma Marilyn? Disons que alors, la fin du livre, elle a été compliquée parce que comme j'ai fait cette BD, je l'ai fait très rapidement par rapport à ce qui se fait d'habitude dans les timings, on va dire, plus traditionnels d'édition. Et c'est finalement en terminant comme ça le projet, je me suis rendu compte qu'il y avait eu cette forme d'urgence. Et l'urgence, elle est apparue parce que moi j'ai fini la BD, en tout cas les planches, après il restait un certain nombre de choses de correction et autres, mais j'ai fini le gros du travail un lundi vers 13h. Lundi à 18h, je prenais une coupe de champagne pour dire c'est bon, j'ai fini. Lundi à 18h15, je vomissais ma coupe de champagne par le nez tellement mon corps a dit ok, on a tenu, mais là tu te démerdes maintenant, je veux plus en entendre parler. Et en fait, le vendredi matin, j'apprenais la mort de Schneider.
dont j'ignorais évidemment qu'il était malade. Il m'avait jamais dit, il n'avait pas l'air malade. En tout cas, moi, je le connaissais pas très bien, donc j'avais pas pu voir des signes. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est pour ça, en fait, que depuis tout ce temps, il y a aussi ce besoin d'aller vite, ce besoin que ce projet existe, ce besoin de tout ça. Et donc, oui, j'avais l'impression que c'était ma Marilyn, parce que de toute façon, je venais de passer des mois et des mois avec elle. Mais j'avais apprécié qu'ils disent ça parce qu'effectivement, et c'est ce que depuis j'ai eu comme commentaire sur mon livre depuis qu'il est sorti, c'est que c'est une adaptation, certes, mais c'est vraiment une interprétation du livre que j'encourage d'ailleurs tout le monde à lire, parce que le livre de Schneider, c'est 530 pages, c'est complet, c'est fouillé, c'est passionnant. Et j'en ai pris qu'un tout petit bout. Et c'est vrai que quand on prend quasiment, je sais pas, 5% d'un livre et que l'auteur du livre vous dit lui-même, bah, il manque rien, c'est qu'on se dit qu'on a réussi quelque chose qui était, là pour le coup, dont on avait peur de rater. Mais tout d'un coup, on est validé par l'auteur lui-même. Et c'est sûr que moi, je vois toujours ça Marilyn aussi. Mais Et je regrette vraiment qu'il soit plus là, parce que j'aurais bien aimé avoir un 4e rendez-vous avec lui pour parler justement de ça lui fait quoi de l'avoir incarné comme ça différemment, et de l'avoir ça aurait été assez passionnant comme discussion, je pense. Mais j'en parle un petit peu avec sa fille avec qui du coup je suis devenue assez proche, donc c'est une transmission, ça continue. Justement, comment tu l'as dessinée, Marilyn ? Parce que tu le dis toi-même, on a tous en tête des images de Marilyn. Comment tu te l'es appropriée ? Comment tu as travaillé ton dessin ? L'idée, c'était vraiment d'aller la chercher tout doucement, parce qu'en fait, j'aurais pu prendre une photo sur Google, le mettre sur mon Procreate en calque, et puis aller chercher comme ça la ressemblance la plus facile. Et je voulais vraiment pas ça. Et donc, c'est vrai qu'au début, dans les premières pages, on voit que je tourne autour du sujet un peu. C'est-à-dire qu'on la voit de dos, on la voit de très près, on voit un bout de main, un bout d'œil, un bout de fesse ou presque, la bouche, elle apparaît, mais je voulais quelque chose comme ça d'assez cinématographique, où on sait très bien à qui on a affaire, mais on va lui laisser le temps d'apparaître, en fait. Et pour le dessin même, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il a fallu la chercher, donc il a fallu trouver la porte d'entrée à cette rencontre-là, et c'est vrai que ça s'est fait pas mal dans les yeux, dans les sourcils, finalement, en voyant beaucoup de photos, je trouvais qu'elle avait toujours ce sourcil un tout petit peu étonné, pour pas dire ahuri parfois par ce qui lui arrive. Et à l'inverse, cette paupière assez lourde de maquillage et de barbiturique. Et donc, il y avait quelque chose comme ça qui est venu dans ce mouvement un peu contraire entre un sourcil qui se lève bien haut et puis une paupière qui commence à tomber un petit peu. C'est comme ça qu'elle est apparue. C'est tout doucement. Je l'ai laissé venir. J'ai aussi fait un truc, c'est que j'ai lu Hollywood Menteur de Luz, parce que comme on avait quand même un sujet proche, la même maison d'édition, et que j'adore les dessins de Luz, je voulais voir comment lui il l'avait abordé, on va dire. Et c'est vrai qu'il en a fait quelque chose d'assez monstrueux dans le sens propre du terme, et je trouve que son dessin, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps, mais est formidable, et m'a montré ce qui n'était pas mon envie, moi j'avais envie de la douceur de la fin, en fait, et du moment où y a une sorte de calme avant la fin. Il y a aussi quelque chose qui est assez marquant, c'est le côté graphique sur lequel tu insistes dans les décors, je repense à la bibliothèque par exemple. Disons qu'à partir du moment où on avait, le storyboard a permis de faire ça d'ailleurs, à partir du moment où on avait en gros 2 personnages et un décor pendant 200 pages, il fallait trouver des astuces en quelque sorte, mais c'était hyper simple à faire. C'est-à-dire qu'il y avait cette sorte de contrainte absolue il y a unité de lieu et de personnages. Et donc, l'ouverture pouvait se faire que par le décor. Donc, ça a été... en plus, personnellement, dans mon dessin, ça m'a permis de faire des progrès en quelques temps, enfin vraiment de façon significative. C'est-à-dire que tout le monde a été dans mon entourage très proche. Et même à l'époque, comme je bossais aussi avec Dargo, il y a eu comme ça une sorte d'effet très, très vertueux. Et donc, il y avait cette envie que le décor soit aussi personnage quelque part, et qu'on ait l'œil qui se balade exactement comme quand on est... pour le coup, dans un cabinet de psychanalyse, et où on a l'œil on est en train de parler de soi, de l'intérieur, mais on regarde quand même l'extérieur. Donc, si on est face à un mur blanc, ça aide moins. Si on est face à une bibliothèque, comme on est ici, avec plein de trucs foisonnants, qui peuvent évoquer des choses,
ça permet à l'esprit de faire son chemin aussi. Et puis je voulais qu'il y ait un vrai travail sur le décor, parce que moi jusqu'à présent j'avais été un peu floue dans les décors. C'était vraiment genre entre 2 lignes de fuite, un vague début de plainte pour montrer qu'il y a un mur, et puis on y est. Là je voulais que on soit aussi finalement avec elle dans les pièces. Je voulais qu'il y ait ces plantes vertes aussi partout, parce que je voulais qu'il reste un peu de vie dans tout ça. Donc il y avait cette envie du design aussi. J'ai fait beaucoup de recherches pour voir ce qui existait comme meuble à l'époque, et pas juste. Donc j'ai passé beaucoup de temps le nez dans des choses très très belles qu'on a envie d'acheter, mais pas tout de suite. Donc tout ça a été. J'ai regardé évidemment à quoi ressemblait le Beverly Hills Hotel. J'ai regardé un peu à quoi ressemblait la maison de Grinson avec quelques archives, mais j'ai aussi voulu créer quelque chose d'onirique et dans ma tête, de me dire à quoi ça pouvait ressembler. Leur écrin de folie. Tu dis aussi en introduction, j'ai dompté un nouvel outil graphique. Quel est ce tigre fou ? L'iPad en fait, parce que jusqu'à présent mes BD je les faisais à la main sur des feuilles un peu épaisses avec un feutre, un Pentel avec une pointe un peu souple, et tout d'un coup en fait ma mère m'a passé son iPad donc l'été 2021. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que ça serait quand même pas plus simple moi je suis très impatiente comme fille, donc tout ce qui est technique qui demande du temps ne prend pas avec moi. Ça peut être un carnage très rapidement, le lavis. J'ai flingué des planches parce que j'ai refusé de faire un test pour vérifier l'opacité. Et donc là tout d'un coup il y avait cette petite tablette, parce que j'ai un petit format, moi j'ai pas du tout je sais pas du tout un truc comme mes collègues qui ont des formats A4 et autres. J'avais un petit truc comme ça, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à s'entendre tous les deux ? Est-ce qu'on va réussir à faire des choses intéressantes ? Et c'est sûr que tout d'un coup, de pouvoir travailler où on veut avec un truc qui est grand comme un Tom Tom et Nana ou presque, avec juste un stylet qui tient toute la journée en termes de batterie, ça a été un peu dompté, parce que moi j'avais l'habitude du papier et de colorier après sur Photoshop. Et là, tout d'un coup, il y avait tout. Il y avait ce geste glissant comme ça. Je me rappelle une fois, j'étais dans le train, je travaillais un peu, puis j'entends une dame qui fait « Oh, c'est goulayant !» Et je me dis « C'est exactement ça, madame, c'est exactement ça !» Donc il y a quelque chose qui glisse, et je dois reconnaître que c'est un peu dommage de ne pas avoir de planche originale à la fin, mais que ça a été un tel bonheur de bosser comme ça que pas de regret. Justement, tu me fais une transition. Tom Tom et Nana, on est chez toi, sur la table basse du salon, Tom Tom et Nana et l'impossible Nana, et t'expliques que c'est, en tout cas dans tes souvenirs, peut-être ça qui t'a amené la lecture de Tom Tom et Nana vers le dessin, vers la bande dessinée, vers les arts graphiques, on va dire. Complètement, et c'est surtout ça. Alors ça a mis un peu de temps à arriver au cerveau, parce que chacun son rythme, mais c'est surtout, en fait, moi j'ai lu Tom Tom et Nana dès que j'ai lu. En gros, je suis passée des Monsieur Madame à Tom Tom et Nana. Et en fait, j'aurais dû me rendre compte que ce qui me plaisait aussi dans Tom Tom et Nana, c'était l'histoire, en fait. Comment raconter en 8 pages un maximum de conneries. Alors là aussi, avec finalement une contrainte. Il y a 2 personnages. Alors il y a la famille autour, il y a les copains de classe et tout, mais globalement, c'est quand même Tom Tom et Nana, 8 pages. Alors, conneries, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Le mot du jour est casserole de lait. Vas-y. Et ça, je me souviens que quand j'étais en prépa art, c'était en 2005-2006, où tout le monde a envie d'être la nouvelle Annette Messager. Moi, j'étais là, genre, moi, je voudrais être Bernadette Després, s'il vous plaît. C'est ça, mon ambition. Un jour, j'ai rencontré Bernadette Després, donc évidemment, j'ai pleuré, discrètement, mais sûrement. Et j'ai appelé mon chien Bernadette aussi, j'avoue. Mais non, c'est une base de... Justement, c'est pas un dessin parfait. Il y a plein de trucs qui pourraient peut-être être mieux. Les perspectives sont un peu flottantes, mais c'était la preuve qu'on peut raconter des histoires... sur quelques pages, sur quelques cases, et ça a mis du temps, mais quand j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, c'est resté. Tu as commencé par le dessin de presse, dans Marianne, si j'ai pas de bêtises. Oui, absolument. Grâce à T-News en partie. Oui, il y avait 2 personnes qui m'ont permis de faire du dessin là-bas. C'était T-News pour la partie print, comme on dit maintenant, et Philippe Cohen, qui était à l'époque le rédacteur en chef du site. Et c'est vrai que moi je voulais faire du dessin de presse, j'aimais beaucoup j'aime toujours, même si j'ai eu d'autres envies depuis, parce que c'était 2009, donc j'étais jeune et fraîche et belle, et innocente. Et j'aimais beaucoup le dessin de presse, parce que c'était vraiment l'art de la condensation. Or, la condensation, évidemment, quand on est une jeune fille issue d'une lignée de psychanalystes, et voilà, la condensation, c'est quand même un truc qu'on aime bien. Et je trouvais ça assez fascinant de prendre une actu, de la retransformer un petit peu et d'en faire autre chose, et puis en plus en dessin, c'est-à-dire que
l'écriture est venue plus tard, mais il y avait quelque chose que je trouvais. Et puis, surtout 2009, 2007, même quand j'ai commencé les premiers dessins, quand j'ai commencé à démarcher, c'est quand même, on est sous Sarko, il emmène Carla Bruni chez Mickey, donc c'était une bonne période. C'est aussi à ce moment-là qu'est né le pseudo Louison. Oui. C'est Cavana, je crois, qui te dit il faut prendre un pseudo, mademoiselle. Cavana, je l'ai croisé une fois dans ma vie à un salon du livre. Il a levé cette grosse moustache. Donc Tinius venait me le présenter. Il dit c'est quoi votre nom? Et donc à l'époque, j'avais pas signé encore de dessin de presse. Donc je cherchais même un peu. Je m'étais déjà plutôt figuré que ça serait Louison, mais j'hésitais avec 2-3 trucs. Et donc je dis mon vrai nom. Donc je dis Louise Angelergue parce qu'il insiste pour avoir mon nom. Donc. Et vraiment, donc cette moustache me dit, va falloir changer. Et la moustache redisparaît. Et j'ai dit, oui, je sais, je sais, mon nom a été écorché toute ma vie, donc j'ai bien conscience qu'il va falloir changer. Il y a un S muet à la fin, enfin c'est l'enfer. Donc oui, donc c'est pas lui qui me dit, moi j'avais déjà l'envie évidemment d'avoir un autre nom, mais effectivement conforté dans cet élan, ça a été mon seul échange avec Cavana dans ma vie, mais assez décisif, ouais. Et aujourd'hui, tu regrettes pas? Non, c'est marrant, j'en parlais encore hier où je croisais des gens parce que quelqu'un m'a dit c'est ton vrai prénom, Louison, et qui est une question qu'on me poserait très souvent, qui est assez étonnante parce que j'ai pas pris Jean-Pierre, quoi. Enfin, moi je regrette pas parce que d'abord c'est comme ça que ma grand-mère m'a toujours appelée. Ma grand-mère est toujours vivante, elle a 101 ans, je l'embrasse fortement et je lui enverrai un message sur Facebook pour parler de ce podcast car elle est sur Facebook. Donc Louison, j'ai l'impression que, et quand j'étais petite j'aimais pas parce que ça faisait garçon. Mais en fait, c'est aussi exactement pour ça que j'ai pris ça quand j'ai commencé les dessins de presse, c'est que je voulais pas dire que j'étais une femme, forcément de prime abord, et je voulais pas donner mon âge, parce qu'à l'époque j'avais 23-24 ans, donc je voulais pas... Louise, ça faisait... Louise en 2009, on savait bien que j'étais pas, a priori, une vieille personne de sexe masculin. Encore que, quand j'ai commencé à rencontrer un peu les gens après avoir commencé à travailler chez Marianne, il y a des gens qui étaient étonnés de voir arriver une femme, donc... Et je me rappelle une fois d'une émission de Ruquier où il passait le soir là, les dessins, d'un dessin où à un moment il prenait un dessin de Catherine et donc il dit dessin de Catherine, ah Catherine c'est marrant, c'est un nom de femme, peut-être que c'est une femme, on va dire putain Catherine. Donc de toute façon voilà, quel que soit le nom, on a toujours l'impression que c'est un homme qui dessine derrière, donc non Louison il y a pas de regret, mais j'aime bien que les gens par contre de ma vie privée, j'allais dire en tout cas qui me connaissent d'avant cette période-là, j'aime pas trop quand on m'appelle Louison. Je préfère qu'ils m'appellent Louise. Dans tes précédentes publications en bande dessinée, très souvent tu te représentes, que ce soit dans Carnet de campagne, dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans Louison Croque 2011, dans Mon cher François. Oui. C'est-à-dire que tu te mettais en scène, tu faisais ce travail de se mettre soi-même en scène. Là, évidemment, c'est plus du tout le cas dans Marilyn. Non, je pense que c'est une évolution. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas des petits retours vers le fait de se représenter, parce que c'est toujours assez drôle de se faire de soi-même un personnage. C'est quand même... Une source d'inspiration assez facile parce qu'on l'a sous la main. Et puis c'est une façon d'être comme ça dans un humour sur soi auquel je tiens beaucoup parce que je pense que ça dédramatise beaucoup de choses. Il est certain que dans Cher François, à partir du moment où c'était un récit, il était important de me représenter. C'est marrant, le Louison Croque 2011, j'avais quasiment oublié ce truc-là, c'était un truc que j'avais fait moi-même, mais qui était en fait juste une compilation de mes dessins de presse, j'avais envie que les gens les voient un peu, donc il y avait déjà à cette époque l'envie et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la bascule entre le dessin de presse et la bande dessinée, c'est que je voulais des choses qui restent, et ça c'était important, et que le livre reste, alors que le dessin de presse il est assez vite périmé en quelque sorte, même s'il peut rester aussi, mais donc non, là l'envie elle est d'avoir testé l'adaptation, faut reconnaître que ça ouvre des perspectives et je trouve pas du tout que ça soit j'ai lu des choses à droite à gauche c'est la mode de l'adaptation, c'est facile, on prend un truc qui existe déjà et on en fait autre chose. Au contraire, moi je trouve que c'est vachement compliqué de prendre l'objet de quelqu'un d'autre et d'aller voir de quel côté on a envie de l'aborder, qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on en jette, qu'est-ce qu'on y rajoute, enfin. Et ça, c'est vrai que mes prochains projets, il y a des envies de récit, ça c'est sûr, mais il y a aussi des envies d'adaptation et il y a deux envies. Une qui est d'un livre qui est sorti il y a 2 ans avec l'auteur, c'est Puzzi avec Thomas Negarov, donc là pour le coup, bosser avec l'auteur, ça va être assez différent, mais ça va être passionnant, je pense. Et puis j'ai des envies comme ça de textes que tout le monde connaît, d'aller les transformer en BD. Enfin, je trouve que c'est un exercice qui est assez amusant quand même. Et donc on découvre Marilyn de Louison chez Futuropolis. Est-ce que t'es prête? On passe à notre questionnaire de Proust? Je suis prête. La première BD que tu as lue?
Je pense qu'on a sous les yeux. C'est Tom Tom et l'impossible Nana, je pense. Et puis après, il y a dans la BD plus tradie, j'ai lu des Tintins, j'ai lu des Kik et Flug, des choses comme ça. La meilleure BD de tous les temps, selon toi? Pour moi, c'est Persépolis, parce que c'est vraiment, c'est beau dedans et c'est beau dehors, et on sent que c'est tellement un truc qui est dans l'urgence et qui est en même temps dans ce qui va rester, dans la transmission, dans plein de choses. Moi, je trouve que Persépolis, c'est un sommet. La plus belle couverture de bande dessinée? Je pense que là, je les vois dans ma bibliothèque, mais tout ce que peut faire Bret Evans, on est dans la beauté. Hein. Allez, Panthère, pour le côté graou. La plus belle case de bande dessinée? Là aussi, c'est pas facile. Il y a des choses très belles chez Crumb, aussi, des choses comme ça très monomaniaques presque. Enfin, voilà, où on voit qu'il a passé des heures et des heures et des heures. Donc, j'en ai pas une en particulier, mais je pense que ça se trouverait là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? Oui, mais heureusement, là je regarde dans ma bibliothèque des noms. Pas honte, mais en fait, il y a des BD qui vous amènent à d'autres BD, donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Tom Tom et Nana, il y a des gens qui n'assument pas du tout de lire encore Tom Tom et Nana de nos jours. Moi, j'assume parce que c'est très riche. Après, je trouve que il n'y a pas vraiment de choix honteux en BD, même si, évidemment, là je regarde, j'ai les livres de Pénélope Bagieux. J'assumerais moins de lire un Joséphine que de me replonger dans California Dreaming. Mais en même temps, c'est parce qu'elle a fait Joséphine qu'elle est petit à petit arrivée jusqu'à California Dreaming. Donc il faut tout accepter dans le travail. Ton personnage de BD préféré? Milou. J'adore Milou. J'adore l'idée qu'on ait fait un personnage totalement blasé ou presque, et beaucoup plus intelligent que tout le monde. Ton personnage de BD détesté? Mais des personnages où ça prend pas, en fait. Mais d'ailleurs, j'ai presque envie de dire Tintin, en fait, parce qu'il est un peu... il est chiant, quoi. Et à la fois, il sert à rien, il est donneur de leçons, il est pas... Ouais, Tintin. Ton super-héros préféré? Agrippine. Super-héros du quotidien. Je pense qu'Agrippine, c'est vraiment l'héroïne... la super-héroïne inconnue, mais qui assume, qui affronte un truc bien plus terrible que des monstres, qui est quand même l'adolescence, quoi. Ton super-héros détesté? Alors moi, je suis pas très super-héros, donc à peu près tous. J'ai jamais compris Superman, par exemple. Autant Batman, j'aime bien, il y a un petit côté un peu... tu sens qu'il a souffert, mais Superman, j'ai jamais compris. Tu dessines dans le calme ou en musique? Ça dépend. D'abord, j'ai un bulldog, donc jamais vraiment dans le calme, forcément, parce qu'il y a toujours un petit bruit de fond. Pas mal en musique, et avec des musiques très différentes, qui peuvent être de l'opéra baroque à Britney, en gros. Pas en même temps. Couleur ou noir et blanc? Les deux. J'ai un amour pour le noir et blanc, mais là, avec Marilyn, j'ai découvert la bicro. C'est-à-dire que c'est du noir et blanc, et c'est de la couleur, mais c'est du noir et blanc, et c'est de la couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? À mon avis, vous connaissez tout le monde. Mais pour le coup, je pense qu'il faut se replonger 1000 fois dans Bretéché parce que ça fait du bien, quoi. Mais même là, je regarde ma bibliothèque, mais dans Schulz aussi, dans plein de trucs qui font du bien. Merci Louison d'avoir joué le jeu. Merci. Et on lit Marilyn chez Futuropolis. Nous, c'est le moment où on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Mathieu Maury, responsable de la librairie. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Les Pizli de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt. Encore un chef-d'œuvre par Jérémy Moreau, voilà, donc il m'enchante à chaque fois, c'est assez extraordinaire. Là, cette fois-ci, en fait, il nous raconte l'histoire d'une fratrie, deux frères, une sœur, qui ont perdu leurs parents et qui sont littéralement au bout du rouleau. En fait, le grand frère est taxi Uber et s'épuise à la tâche pour essayer de maintenir le niveau de vie de son frère et de sa sœur, jusqu'au jour où il a un incident. Sur le chemin de Roissy, il emmène une dame qui retourne dans son Alaska natal et à la suite de cet accident, elle lui propose de les accompagner et de partir avec eux en Alaska. C'est ce qu'ils vont faire et ça va être l'occasion pour eux de se reconnecter en fait à ce vivant qu'ils avaient perdu de vue. C'est un très bel album qui aborde tout un tas de thématiques très actuelles. Je ne peux que vous conseiller de lire et de découvrir. On donne les références ? Jérémy Moreau, Les Pizli chez Delcourt.
9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.